Soyez les bienvenus dans ce 19h30 sur Ados Télévision. Voici les titres de ce journal. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, le directoire du RHDP a désigné ce lundi à Abidjan Alassane Ouattara, candidat du parti. C'était au cours de sa 4e instance de la grande réunion de l'encadrement politique. Toujours en Côte d'Ivoire, 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Les 31 autres victimes ont été conduites au CHR de Yamoussoukro. Bouclier oriental, c'est le nom du plan de renforcement de la sécurité des frontières de la Pologne avec la Russie et la Bélarus. Il a été dévoilé ce lundi par les autorités polonaises. Ce système de défense devrait être opérationnel d'ici à 2028. Merci de nous rejoindre. Je vous l'indiquais dans les titres, 3 personnes ont été tuées hier lundi dans un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord dans le sens Yamoussoukro-Thiébissou. Le drame a eu lieu, indiquent les services du GSPM, suite à une sortie de route des minicars. 31 autres victimes ont pu être évacuées au CHR de Yamoussoukro. Regardez. Encore des morts à déplorer sur la route. Ce lundi 27 mai, 3 personnes ont perdu la vie et 31 autres ont été blessées dans un accident survenu dans l'autoroute du Nord dans le sens Yamoussoukro-Thiébissou. De sources concordantes, l'incident s'est produit lorsque le minicar concerné a subi une sortie de route après que son conducteur en ait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu arrière droit. Selon un communiqué du groupement des sapeurs-pompiers militaires, les 31 blessés enregistrés ont pu tous être conduits au CHR de Yamoussoukro. Les choses se clarifient au RHDP en vue de la présidentielle 2025. Lors de la 4e instance de la grande réunion de l'encadrement politique du parti présidentiel qui avait lieu ce lundi à Abidjan, le directoire du RHDP a formellement désigné Alassane Ouattara comme candidat naturel en 2025. On en parle dans cet élément. Afin de préparer activement la révision de la liste électorale, de faire le point sur l'opération d'enrôlement des militants baptisés e-militants et d'établir une feuille de route des nouveaux coordonnateurs régionaux, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP tenait ce lundi sa 4e instance de la grande réunion de l'encadrement politique au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Cette rencontre placée sous la direction de Gilbert Koné-Kafana, président du directoire du parti présidentiel et haut représentant du chef de l'État Alassane Ouattara, a permis aux militants et sympathisants d'être situés sur les ambitions du parti à l'aune de la présidentielle 2025. Tout comme en 2020, le choix du directoire s'est porté sur la personne de l'actuel chef d'État, Alassane Ouattara, pour la présidentielle, car a assuré Koné-Kafana, ce qui est en jeu, c'est la victoire de notre candidat naturel, Alassane Ouattara. Cette déclaration fait écho aux nombreux appels multipliés ces derniers mois par les cadres militants du parti en vue d'une candidature de Ouattara en 2025. Le Cavali pourrait être la 5e région à célébrer les actions de développement entreprises par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dès ce mercredi, les cadres et élus de la région entament les concertations à l'initiative d'Anne Désiré Oloto, présidente du district des Cavali, afin d'y organiser une cérémonie d'hommage au président de la République. Chaque région et surtout chaque haut cadre du parti au pouvoir tient à afficher son soutien inconditionnel à l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. Sans doute inspiré par les succès des cérémonies d'hommage organisées dans les régions des Lagunes, des Grands Ponts, de l'Agné-Bitiassa et des Savanes, Anne Désiré Oloto, présidente du conseil régional du Cavali, prépare elle aussi un événement similaire dans son fief. Une rencontre de tous les cadres de la région aura donc lieu ce mercredi 29 mai dans les locaux du district autonome d'Abidjan dans le but de sonner la mobilisation de toutes les couches sociales de la région. Le Royaume des Pays-Bas va accorder un financement de 650 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le financement d'une étude de faisabilité sur la protection du littoral Abidjan-Bassam. La convention de don a été signée le 23 mai à Abidjan entre la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et le ministre intérieur du Budget. Des précisions dans cet élément. 650 millions de francs CFA,
C'est le montant de la convention de dons signée la semaine dernière à Abidjan entre la ministre du Commerce extérieur et de la coopération du Royaume des Pays-Bas, Liesje Schneider-Maischer, et le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, pour le financement d'une étude de faisabilité portant sur le projet de protection côtière dans la zone de Port-Boué-Grand Bassam. Selon le ministre Adama Coulibaly, ce don du partenaire néerlandais permettra de financer des études qui déboucheront sur un projet plus vaste d'un coût estimé à 39 milliards de francs CFA. Ce financement, explique la ministre hollandaise, s'inscrit dans le cadre de la résolution des défis environnementaux et de l'atteinte des objectifs de la Ce financement, a expliqué la ministre hollandaise, s'inscrit dans le cadre de la résolution des défis environnementaux et de l'atteinte des objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les préparatifs avancent bien en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation du Hajj 2024 pour s'assurer de l'effectivité des mesures prises de commun accord entre les autorités ivoiriennes et saoudiennes afin de faciliter le voyage des pèlerins à la Mecque. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, l'ambassadeur saoudien à Abidjan et le président du COSIM se sont rendus à l'aéroport d'Abidjan. Le compte rendu avec la télévision ivoirienne. Le général Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Saad bin Al-Khatami, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïman Ousmane Diakité, président du COSIM, en visite d'inspection au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Ils sont venus s'assurer de l'effectivité des préparatifs et du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. À l'issue de la visite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le diplomate saoudien et le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se disaient satisfaits des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, la quasi-totalité des places sont fournies pour que la Côte d'Ivoire puisse participer au Hajj. Mais il est bon que nous puissions rappeler aux uns aux autres que les dispositions qui sont prises autant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite sont de nature à améliorer tout le système d'organisation. Cela passe par la régularité de tous les actes que nous posons. L'exécution du programme La Route de la Mecque a commencé l'année dernière. Cette initiative rentre dans le cadre de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite pour 2030. Je remercie la partie ivoirienne pour leur coopération sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et cette année, nous allons utiliser des moyens technologiques un peu avancés encore. Le président du COSIM a saisi l'occasion pour rappeler à l'ordre tous les candidats au Hajj clandestins. Les oulémas de l'Arabie Saoudite ont fait une fatwa que ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits pour le pèlerinage n'ont pas le droit d'aller faire le pèlerinage. Parce qu'un Ivoirien qui se retrouve dans des problèmes à l'étranger, les autorités diplomatiques sont obligées de venir en son aide. Si vous avez pris un visa pour aller faire une visite en Arabie Saoudite, pour aller faire vos affaires, allez faire vos affaires, laissez les pèlerins tranquilles. Pour le premier vol prévu pour ce lundi 27 mai, ce sont 430 candidats au Hajj du contingent étatique qui vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Hors de nos frontières à présent, depuis le 20 mai, les forces spéciales des pays de l'Alliance des États du Sahel, du Tchad et du Togo se livrent à des exercices militaires interarmés dans le cadre de l'opération Taranakal qui se déroule dans la région de Tilia au Niger. L'objectif est de renforcer les capacités de ces corps armés. Regardez. Les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso qui forment l'Alliance des États du Sahel ainsi que celles du Tchad et du Togo réalisent depuis le 20 mai 2024 des exercices militaires conjoints dans l'ouest du Niger près de la frontière malienne. Ces 5 pays confrontés à des violences terroristes comptent ainsi renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées face à toute menace potentielle. L'opération Taranakal marque un tournant dans la géopolitique sécuritaire africaine de manière générale et sahélienne particulièrement. À travers cette opération, on observe une mutualisation des forces par les 5 États membres. Aussi, on observe une sorte de prise en main de la défense collective. Il faut aussi le préciser. Cette opération des États africains, elle est menée essentiellement par ces États.
sans appui d'une puissance extérieure. La situation sécuritaire du Niger, du Mali et du Burkina Faso reste alarmante. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, 310 attaques ont occasionné 1150 victimes au Burkina Faso. Au Mali, le rapport attribue 944 victimes aux attaques armées. Selon le rapport, les attaques dans ces deux pays ont augmenté de 48% en 2022. L'Alliance des États du Sahel, formée le 16 septembre 2023 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, vise à mutualiser les efforts pour lutter contre ces menaces sécuritaires croissantes dans le Sahel. Le Tchad et le Togo, bien qu'extérieurs à cette alliance initiale, partagent les mêmes préoccupations sécuritaires. À travers cette opération, les États du Sahel s'éloignent davantage de la CEDEAO, car au moment où cette dernière réfléchit sur la mise en place d'une force antiterroriste, il faut noter que les forces armées des États du Sahel s'exercent déjà. Les exercices militaires conjoints entre les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso ainsi que celles du Tchad et du Togo montrent un engagement solidaire pour une réponse coordonnée face à des défis sécuritaires communs. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, le nombre d'opérations terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours des 15 dernières années. Direction Kano, dans le nord du Nigeria, la semaine dernière, la députée togolaise Menoumatou Ibrahima a été élue présidente du Parlement de la CEDEAO lors de la deuxième session extraordinaire de la 6e législature de l'institution. Elle devient ainsi la première femme à accéder à cette fonction. Depuis ce jeudi 23 mai, le Parlement de la CEDEAO a une nouvelle présidente. Il s'agit de Menoumatou Ibrahima, députée togolaise, élue lors de la deuxième session extraordinaire de la 6e législature du Parlement qui s'est tenue à Kano au Nigeria. Jusque-là, troisième vice-présidente de la 5e législature de l'institution, elle a affirmé au cours de sa prestation de serment vouloir accroître la respectabilité du Parlement en mettant en place un code d'éthique et de bonne conduite à travers la mise en œuvre de réformes d'envergure. Élue à une majorité écrasante, Menoumatou Ibrahima devient ainsi la première femme à diriger l'institution sous-régionale. Dans quelques heures, les Sud-Africains seront aux urnes dans le cadre des élections législatives, mais 48 heures avant le début officiel du scrutin prévu pour ce mercredi 29 mai, les électeurs vulnérables ont pu accomplir par anticipation leur devoir citoyen. Le compte rendu d'Africa News. Le vote par anticipation a débuté lundi pour les Sud-Africains ayant une dérogation spéciale en vue des législatives de mercredi. Ce processus de vote spécial s'adresse aux électeurs à mobilité réduite pour des raisons de santé, de grossesse ou d'âge. Le personnel électoral recueille déjà leur vote à domicile pour éviter les longues files d'attente de mercredi. Ces élections en Afrique du Sud sont décisives pour l'ANC, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid il y a tout juste 30 ans. Le président Cyril Ramaphosa espère une victoire, mais il est en ballottage défavorable selon les sondages. John Steenhuisen, chef de l'Alliance démocratique, a promis de sauver l'Afrique du Sud de la corruption et de la mauvaise gestion, mais le principal parti d'opposition n'a jamais inquiété l'ANC aux urnes. En 2019, il avait obtenu 22% des voix contre 62% pour l'ANC. Les combattants pour la liberté économique de l'EFF sont très vite devenus le troisième plus grand parti du Parlement depuis sa création en 2013 par Julius Malema, ancien chef de la jeunesse chassé de l'ANC. Et Jacob Zuma, l'ex-président sorti récemment de l'ANC pour fonder le MK, lui aussi défie ses anciens camarades. Ce 29 mai, près de 28 millions d'électeurs sont attendus aux urnes sur une population de 62 millions d'habitants pour des résultats prévus dans quelques jours. L'actualité, c'est aussi l'arrestation au Niger de trafiquants illégaux de minéraires. Le phénomène prend de l'ampleur et le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes pour stopper la saignée. Regardez. Le gouvernement nigérian sévit contre l'exploitation minière illégale. Des dizaines de mineurs sans licence qui auraient volé du lithium ont été arrêtés depuis avril. Des arrestations qui interviennent alors que le pays cherche à réglementer ses opérations d'extraction de minerais essentiels et à réduire les activités illégales pour notamment mieux tirer parti de ces ressources minérales. Le lithium est principalement utilisé dans les batteries des véhicules électriques, des smartphones et des systèmes d'alimentation.
La transition vers des énergies propres au Nigeria, c'est-à-dire l'abandon du charbon, du pétrole et du gaz au profit des énergies renouvelables et des batteries, a fait exploser la demande mondiale de lithium, d'étain et d'autres minerais. Si l'industrie est naissante dans le pays, les mines illégales sont-elles monnaie courante, tout comme la corruption des fonctionnaires chargés de la réglementation. Se dirige-t-on vers un plan d'urgence en Somalie pour les élèves sinistrés des régions du centre du pays? Jusqu'à 37 000 élèves seront certainement privés d'examens scolaires en raison des fortes inondations à l'origine de la fermeture de nombreux établissements scolaires. Reportage. En Somalie, près de 37 000 élèves sont privés d'école en raison des inondations qui empêchent l'accès aux établissements, selon les responsables de l'éducation nationale. La région de Iran, au centre du pays, a été frappée par des pluies torrentielles. Les établissements scolaires se retrouvent submergés par les eaux, rendant les cours impossibles. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact de ces perturbations sur les résultats scolaires de leurs enfants à l'approche des examens nationaux. Inquiétude partagée par les enseignants locaux qui craignent les conséquences d'un arrêt prolongé des cours sur l'éducation à long terme. L'an dernier, de pareilles inondations avaient poussé les autorités somaliennes à organiser des examens spéciaux en zone sinistrée. Situation identique au Kenya où des récoltes ont été détruites par les récentes pluies sur près de 170 000 hectares. À Nairobi, les autorités craignent le risque de crise alimentaire suite à ces inondations dont le coût en perte en vie humaine s'élève à 267 morts. Les inondations au Kenya ont dévasté le pays depuis le mois de mars, faisant 267 morts et plus de 200 000 personnes déplacées, selon le bilan dressé par le gouvernement. Certains secteurs comme l'agriculture ont été considérablement affectés par ce phénomène. Les récoltes sur environ 168 092 acres de terre ont été détruites, menaçant la sécurité alimentaire. Selon une agricultrice, la plupart des récoltes ne donneront certainement pas de bons résultats à cause des pluies. Par conséquent, le Kenya commencerait à connaître des pénuries alimentaires en raison de mauvaises récoltes. La gestion des événements hydrométéorologiques révèle le niveau de préparation et la capacité d'anticipation de nos États et communautés. Le cas du Kenya, mais pas que, aussi ceux de la Tanzanie et du Burundi, devraient nous interpeller et inciter les acteurs à des actions de préparation et d'anticipation. Alors que les agriculteurs comptent leurs pertes, le déluge a mis en évidence le manque de préparation du Kenya aux catastrophes, soulignant la nécessité d'une gestion durable des terres et d'une amélioration des prévisions. Pour atténuer les effets négatifs de l'érosion des sols et des inondations, il est essentiel, selon des experts, de pratiquer une gestion durable des terres. Jeanne Kirui, responsable de l'agriculture de la région de Narok, met l'accent sur l'aménagement des terrasses et d'autres mesures telles que les cultures de couverture qui permettront à l'eau d'être absorbée. Aussi faut-il souligner l'incapacité des infrastructures à juguler les eaux de pluie. Voilà un certain nombre d'éléments qui ont concouru aux événements qui ont tragiquement secoué le Kenya. Espérons que le Kenya saura se remettre de cette catastrophe, mais également mieux se préparer pour anticiper les aléas prochains qui peuvent engendrer de telles situations. Par ailleurs, la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants préoccupe les autorités et les partenaires de ce pays d'Afrique de l'Est. Selon les données officielles, environ 18,3% des enfants risquent de souffrir de malnutrition. Dans le comté de Tana River, 69 965 personnes ont été touchées par les inondations causées par les fortes pluies, les crues de rivières et les reflux du lac Victoria. Arrivons à cette dernière information avant de refermer les portes de ce journal. En Pologne, on se barricade face à la menace russe. Ce lundi, le ministère polonais de la Défense a annoncé la mise en place du système bouclier oriental censé protéger durablement les 700 km de frontières que partage Varsovie avec ses voisins russes et bélarusses. L'on estime à 2 milliards d'euros le coût du projet qui verra la construction de fortifications tout au long de la zone frontalière d'ici 2028. C'est un plan d'envergure dévoilé lundi par les autorités militaires polonaises. Le pays a pour objectif de renforcer la sécurité des frontières. Intitulé Bouclier oriental, le projet prévoit notamment la création de fortifications
et de champs de mines le long de la frontière avec la Russie et le Bélarus. Żadne państwo nie powinno mieć żadnych złudzeń, że będziemy bronić każdego centymetra naszej ojczyzny, że jesteśmy do tego przygotowani. Będziemy tą strategię odstraszania i obrony NATO z całą skrupulatnością realizować. Le plan bouclier oriental a été réalisé avec la participation de l'OTAN. Il sera déployé le long des 700 km de frontières et devrait être mis en œuvre d'ici à 2028. Selon les autorités polonaises, il s'agirait du plus grand programme de renforcement du flanc oriental de l'OTAN depuis 1945. Ce système devrait coûter plus de 2 milliards d'euros. Il fera partie d'une infrastructure de défense régionale commune avec les États baltes. La Pologne, opposée à l'invasion russe de l'Ukraine, se dit être la cible d'actions hostiles de la part de Moscou et de Minsk. Les autorités affirment qu'il s'agit entre autres de cyberattaques, mais également de migrants poussés illégalement à franchir la frontière. D'après Varsovie, cette dernière est une tentative de déstabiliser l'Union européenne par l'intermédiaire de l'un de ses membres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h30 pour un autre tour de l'actualité, toujours sur A12 Télévision. Au revoir.